bitch! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous présenter le retour de mes 10 derniers films que j'ai vus. Alors d'habitude, je le fais sous forme de live, mais là, pour une fois, j'ai décidé de le faire sous forme de vlog, sous forme de vidéo. Donc, j'ai vu en tout 16 films, il me semble. Si je compte bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le compte est bon. Ça, c'est dans les chiffres et des lettres. Enfin, il me semble. Alors, je vais commencer par le film Hold Up. Alors, le film Hold Up, ça parle un petit peu d'un reportage qui avait fait un petit peu polémique à sa sortie, qui était sorti à peu près quelques mois après le début du Covid. Ça se déroule à peu près sur un espèce de reportage, sur un espèce de plateau télé. Et il y a des témoignages de médecins, de personnel de santé qui ne sont pas forcément d'accord avec tout ce qui s'est dit, avec tous les médecins qui étaient sur les plateaux. Ils remettent un petit peu en cause tout ce qui a fait un petit peu l'essence même des restrictions sanitaires. On voit, malgré que certaines choses peuvent être débunkées, faut pas prendre tout au pied de la lettre sur ce reportage, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le peuple est très vite manipulable. Et ils veulent à tout prix nous faire peur. Le fait de nous faire peur à cause du Covid, c'est un peu pour mieux nous diviser. Quand je vois que tous les connards pro-vax, limite, ils insultaient limite les non-vaccinés, ça prouve quand même que notre peuple est vraiment malade. C'est-à-dire, au nom de la majorité, au nom de la majorité des gens, si t'es pas dans le moule, eh ben t'es considéré comme des pestiférés. Là, il y a eu des délations sur les gens qui voulaient pas qui voulaient pas respecter les restrictions sanitaires et tout. On était vraiment dans les heures les plus sombres de notre civilisation, quoi. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les gens ne s'étaient jamais comportés autant comme des fils de pute. Non, et encore, il y en a encore qui disent « Ouais, mais toutes les règles sanitaires, c'était bien parce que c'était scientifique, nanana. » Quand vous allez voir le reportage, vous allez voir que c'est Magouille et compagnie, que les scientifiques, ils sont cul et chemise avec les lobbies pharmaceutiques. Enfin, vraiment, même s'il y a des petites choses... Qu'est-ce que t'as, toi? Même s'il y a des petites choses à débunker par-ci, par-là, tout n'est pas forcément négatif dans les restrictions sanitaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre peuple est manipulable et il suffit d'un petit quelque chose pour que les gens retournent leur veste. Le plus dangereux, c'est pas ce reportage, c'est les gens qui vous ont empêché de vivre pendant tout ce temps. Il faut bien le retenir. Et au niveau des morts, au niveau du nombre de morts et du nombre de cas, c'était totalement bidonné aussi. Ils ont arrangé la vérité, etc. Et le coup du pangolin et de la chauve-souris, c'est totalement faux. En tout cas, vous allez voir différents témoignages au cours de ce reportage. Et moi, j'ai regardé le reportage version non censurée, parce qu'il y a une version un peu plus longue, Director Cut. Vous allez voir que la lettre d'Olivier Véran, une petite pépite. Ensuite, je vais vous parler d'un second film, c'est Le Loup et le Lion. Alors déjà, les paysages, il me semble que c'est au Canada, les paysages sont juste somptueux. L'histoire, le scénario autour de ce loup et de ce lion est magnifique. Il y a un petit message sur la captivité des animaux qui sont pas mal, qui sont vraiment très poignants. Ce film, il est vraiment très poignant. La jeune actrice qui joue ce rôle-là de garder un loup qui se retrouve à garder un lion et un loup, pardon, excusez-moi. Je trouve que c'est vraiment, elle a vraiment un
Elle a vraiment un rôle qui lui colle parfaitement à la peau. Elle est extraordinaire comme actrice. Son père il joue son père. Celui-là qui joue son père, l'acteur qui joue son père, il joue vachement bien. L'intrigue autour du loup et du lion, je vais pas y arriver, hein. Qui se retrouve dans un cirque et tout, l'autre il se retrouve dans un parc, un espèce de semi-parc animalier. J'ai trouvé ça très bien fait. En tout cas, c'est vraiment un film poignant, touchant, bien fait, avec un joli message sur les animaux sauvages en captivité, avec des paysages magnifiques. Alors oui, ça n'a pas un scénario non plus de fou, ça reste quand même pour les enfants. Mais ça plaira aussi aux adultes. En tout cas, Le Loup et le Lion, ce genre de film, on devrait en voir plus souvent parce que c'est toujours bien fait. En général, on n'est pas déçu par ce genre de film. Tu mets un lion, tu mets un loup, un joli petit message, un message sur la captivité, des jolis paysages, une jeune actrice qui est très charmante et qui joue parfaitement bien, bah ça donne un super film pour toute la famille. Ensuite, le troisième film, j'ai vu Élémentaire. Alors au début, je croyais que c'était une marque de gruyère. Je vous jure, Élémentaire. Je sais plus ce que c'est en version anglais, mais ça me rappelle un petit peu de l'élémental, quoi. Enfin bref, c'est l'histoire des 4 éléments, donc la terre, le feu, l'air et les végétaux, les plantes. Donc ça fait les 4 éléments. On retrouve une petite flamme qui se retrouve dans une boutique, sauf que son père, il veut vendre, parce qu'il veut prendre sa retraite, il veut laisser la boutique à sa fille. Le problème, c'est qu'elle est tellement impulsive que, eh ben, à force de s'énerver, elle brûle tout dans le magasin, vu que c'est l'élément feu, ça fait des étincelles, quoi. Donc, dès qu'elle est un peu énervée par des clients, bah, elle fout le feu dans le magasin. Donc, du coup, eh ben, son père, il veut pas lui léguer l'affaire, vu qu'elle est tout le temps énervée. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils vont se retrouver dans une inondation. Ils vont se retrouver vraiment dans une inondation. Et le fait qu'ils se retrouvent dans une inondation, elle va se retrouver, la petite flamme, elle va se retrouver avec un personnage qui est un peu le flic, qui surveille un petit peu les inondations. Voilà, c'est un peu ça. Ils veulent faire, et le personnage veut faire fermer sa boutique. Il va y avoir plein de péripéties autour de cette famille et tout. Ils vont essayer de tout faire pour boucher cette fameuse fuite. Il va y avoir toute une intrigue autour de ça. Et je trouve que c'est un film qui est plutôt bien parce que bon, c'est un Pixar ou un, je sais même plus si c'est un Pixar ou pas. Non, je crois que c'est un Disney ou un Pixar, je sais même plus. Y a pas grand chose hein, qui nous dit que je sais plus. Bon, enfin bref, je sais plus si c'est un Pixar ou pas. En tout cas, c'est vraiment un film qui est vachement coloré. Les décors sont magnifiques. L'univers est magnifique aussi. On voit les différents éléments de notre Terre qui fusionnent les uns aux autres. Ils ont chacun leur propre univers. Ce que je trouve regrettable, c'est que les autres univers, les autres éléments ne sont pas assez exploités. L'univers n'est pas assez exploité. Et les personnages des autres éléments, hormis le feu et un petit peu l'eau, les autres sont un petit peu laissés de côté. C'est un peu dommage. C'est vraiment un film anecdotique. Élémentaire, je trouve que c'est pas le film qu'on va se rappeler. Personnellement, dernièrement, j'ai vu Wish. Je crois que Wish est presque plus marquant que ce film. Là, il n'y a rien pour nous tenir en haleine jusqu'au bout. Il n'y a rien de palpitant, il n'y a rien de poignant. On suit juste une petite aventure sympa au cœur d'une famille. Il y a la thématique un petit peu du père et de la fille. Et sur canaliser nos émotions et tout. Bon, ok, il y a des petits messages, des petites thématiques qui sont plutôt sympathiques à aborder. Mais d'habitude, vous voyez, je me rappelle déjà même plus de la fin, tellement ça m'a pas marqué. Ensuite, je vais vous parler du film Miller Girl, qui est avec Jenna Ortega et l'acteur. Attends, je l'ai sur l'ordi. Avec l'acteur Martin Freeman. Voilà, avec Martin Freeman et Jenna Ortega. Alors, on suit l'histoire d'un professeur qui est fan de littérature, qui donne des cours de littérature dans une
petite école apparemment, dans un village aux États-Unis, un petit bled aux États-Unis. Sauf que le prof va tomber un petit peu amoureux de son élève. Donc attention, warning, ça peut devenir très vite chelou. Sauf que déjà, elle a 18 ans, donc au niveau éthique, moralement, c'est pas ça, mais légalement, on est dans le côté légal. Sauf que lui, il va tomber amoureux d'elle, mais il va pas vouloir publier son œuvre, parce que son œuvre est assez vulgaire au personnage joué par Jenna Ortega, enfin là, qui joue l'élève de ce prof. Il va pas vouloir publier son œuvre parce que il trouve ça trop vulgaire. Donc, ce qu'il va faire, c'est que elle va le foutre en procès. Parce que elle a 18 ans, c'est une élève. Ajoute la carte qu'elle est un petit peu influençable parce qu'elle est jeune. Enfin voilà, ajoute un petit peu sur le côté de la loi pour que ça soit elle qui gagne le procès. Vous voyez ce que je veux dire? Elle essaye de manipuler un petit peu la loi pour foutre le prof dans la merde, quoi. Alors, je trouve que dans ce film, le problème, c'est que il y a rien vraiment d'illégal, mais c'est vrai que par son jeune âge, elle peut être influencée par une autorité entre guillemets parentale, puisque c'est son prof. Il y a toute cette symbolique, il y a tout ça qui fait que on a un petit peu le cul entre deux chaises parce que j'ai l'impression que le film il veut soutenir le prof, mais il veut aussi soutenir l'élève. Il a un peu le cul entre deux chaises. Il y a rien, moi personnellement le prof ce qu'il a fait, il y a rien qui m'a choqué. Il aurait pu faire attention parce que c'est un prof, il aurait pas dû tomber amoureux de cette fille. Après elle a tellement elle est tellement en avance sur son âge au niveau de l'expérience morale et au niveau de l'expérience culturelle. On voit qu'elle est en avance sur son temps, c'est-à-dire qu'elle a 18 ans, mais dans sa tête, elle a 25-30 ans, tu vois. Donc, elle est pas aussi influençable que ça. Au niveau de la morale, oui. Mais, ajoute sur la moralité, en définitive, elle est plus avancée par rapport aux autres filles de son âge, qui fait qu'on se dit, putain, elle est vache quand même de foutre un procès à son prof, alors que son prof, il a rien fait vraiment de choquant, quoi. Il est tombé amoureux de son élève, point barre, quoi. Voilà, elle était majeure, consentante, voilà. Sauf que moralement, bah, ça se fait pas. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est ce côté, voilà, ils n'arrivent pas à prendre position entre l'élève et la prof. En tout cas, Jenna Ortega, magnifique comme jamais. Moi, franchement, honnêtement, je sais pas si je serais pas tombé amoureux. Moi, le premier. Hein. Moi, je vous l'avoue, je sais pas. En tout cas, c'est un petit film que je trouve sympa, mais il a un peu le cul entre des chaises et je trouve un peu la fin. Je trouve ça un peu la fin un petit peu expédiée, quoi. Il y avait une petite aventure sympa entre eux et tout, et bien à la fin, ça manque un peu. Ouais, c'est un peu léger, je trouve. C'est un petit peu léger. Ensuite, j'ai vu Les Crottes 2, qui est la suite Les Crottes 1. Donc c'est Les Crottes 2, une nouvelle ère. Alors toujours une aventure avec cette famille qui me rappelle un petit peu l'âge de glace. Les personnages sont toujours aussi fun. Il y a un personnage qui va retrouver un petit peu entre guillemets sa famille, qui est un petit peu plus civilisé que ses parents adoptifs, même si les autres sont aussi ses parents adoptifs. Putain, il y a toujours des connards pour faire des travaux, c'est pas possible ça. Putain. Mais putain, mais sérieux quoi. Enfin bref. Donc, Les Crottes 2, c'est toujours aussi bien rythmé, bon, même si je préfère le 1, mais je vous en reparlerai parce que j'ai aussi vu le 1. C'est toujours aussi bien rythmé, c'est toujours aussi bien coloré, les personnages sont bien abordés, on aborde bien le background des personnages sont toujours aussi, au cœur de cette famille, c'est toujours bien écrit. On passe un bon moment, la fin avec les macaques et tout, la fin elle est vraiment épique. Alors vous voyez un petit peu des reflets, c'est normal, c'est parce que le soleil il est au niveau de mes rideaux. Il tape sur mes rideaux, donc en fait, vu que c'est des formes un peu bizarres, je suis un peu en mode
kaléidoscope, quoi. En tout cas, Les Crottes d'œufs, franchement, je vous recommande. C'est vraiment un film, c'est une suite digne de ce nom. Ça vaut pas le premier, mais c'est un digne successeur du premier qui rend hommage à ça rend hommage au premier parce que le 2 est tout aussi bien. Et la fin est vraiment, alors vraiment épique. Mais vraiment, je comprends pas. Pour moi, tu me dis, je connais pas du tout les films. Tu me dis, Les Crottes 2, c'est un Disney, un Pixar. Je te fais, ok. Sauf que ça fait partie du groupe de l'âge de glace. Ensuite, j'ai vu le film La Nonne qui fait partie aussi, c'est un film un petit peu dans la saga des dossiers Warren. Le premier, c'était le Conjuring que j'avais aimé, tu vois, mais je trouve un petit peu surcoté quand même quand tout le monde dit Conjuring. Ouais, je l'ai vu, j'ai rien vu d'exceptionnel. J'ai vu Annabelle, j'avais vu Annabelle des dossiers Warren. J'avais bien aimé parce que moi les poupées ça me fait assez flipper. Et là, ce que j'ai bien aimé, j'ai vu Annabelle 2, j'ai un peu moins kiffé. Alors la nonne, ce que j'ai bien aimé, c'est cette atmosphère un petit peu, cette atmosphère avec ses bonnes sœurs un petit peu démoniaques. Ça m'a fait un peu d'effet. Je vous avouerai que ça m'a fait vraiment un petit peu d'effet malsain. Ils ont un côté, voir des bonnes sœurs possédées. T'es pas bien, t'as pas envie de rester. Franchement, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est cet aspect église, vous savez, aspect très clinique, très froid, qui se dégage de ce métrage. J'ai bien aimé. Bon, après, La Nonne, c'est pas non plus le film du siècle, mais t'as des petits moments de flip. Alors oui, par contre, là, c'est pas du tout suggéré. Là, les nonnes, on les voit quasiment tout le temps. On les voit tout le temps, mais ça fonctionne un minimum parce que ils font vraiment, ces bonnes sœurs font vraiment flipper. T'as pas envie de rester dans cette espèce de monastère. T'as pas du tout envie de rester. Et en tout cas, La Nonne, moi, je trouve qu'on lui a tapé sur les doigts pour pas grand chose. Mais je trouve ça sympathique. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est celle-là qui joue la bonne sœur. Comment elle s'appelle déjà? Attendez. Putain, mais c'est... Ah, voilà. Pourquoi ils font pas voir les images, là? Attendez, ça bug, là. Attendez. Celle-là qui joue un petit peu la... C'est là qui va devenir la bonne sœur Tessa Farmiga, qui est plutôt bien. Damien Bichir aussi, que j'ai bien aimé. En tout cas, je trouve que le casting des 2 ou 3 personnes qui sont dans l'espèce de monastère, je trouve qu'ils jouent plutôt bien. En tout cas, c'est un petit film avec une ambiance full religion que j'ai plutôt bien apprécié, quoi. Ça change un peu de l'ordinaire, je trouve. C'est un peu un truc de possession que j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai vu le film des Inconnus, le premier film des Inconnus, Le téléphone sonne toujours 2 fois. Alors on retrouve les 3 compères des Inconnus, hein. On retrouve Bernard Campan, on retrouve Pascal Légitimus, on retrouve Didier Bourdon, qui était d'ailleurs moins gros qu'avant. Putain, il était fat dans celui-là. On retrouve, alors c'est une histoire d'une espèce de parodie sur les polars, sur les films policiers des années 80. Alors, franchement, honnêtement, c'est marrant. Il y a des fulgurances humoristiques qui sont plutôt pas mal. Le scénario en lui-même est complètement débile. C'est l'histoire d'un mec qui tue des meufs et qui fout le cadran du téléphone sur la tempe. Alors, c'est complètement débile, ça n'a aucun sens. Il y a une petite musique qui donne un peu d'action au film, qui donne un petit peu de punch au film. Il y a une petite scène d'action ou deux qui est plutôt sympathique. Les vannes, l'humour en soi, c'est pas le film des Inconnus le plus marrant, loin de là. C'est un peu burlesque sur les bords, il y a un petit côté burlesque. Bon, après, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Et en tout cas, il y a cette petite musique complètement débile qui fonctionne plutôt bien. Et le trio, ça fait plaisir de les voir. Mais j'avouerai qu'il y a des moments où on s'emmerde un peu. Voilà. Ensuite, j'ai vu Les Trésors du Petit Nicolas, qui est le 3e opus de la saga Le Petit Nicolas. Le Petit Nicolas, à la base, c'était avec Can Mérade, les 2 premiers. Il y avait Valérie Le Mercier. Et là, dans le 3, on retrouve Jean-Paul Rouve et... Non, c'est pas Alexandra Lamy, c'est sa sœur.
comment elle s'appelle et Audrey Lamy, pardon, excusez-moi. Alors je trouve que déjà c'est une suite, enfin une suite au deuxième évidemment, le deuxième c'est la suite du troisième, la troisième c'est la suite du deuxième évidemment. Je trouve que c'est une suite qui fonctionne mieux que le deuxième, parce que le deuxième on se concentrait beaucoup sur les parents et on délaissait un petit peu les enfants, bon sauf un peu vers la fin. Là je trouve que on remet, il y a une petite histoire de carte au trésor qui est plutôt très bien amenée, très bien écrit. On a une fin, alors moi j'ai eu les larmes aux yeux à la fin, que j'ai trouvé, je vais pas vous spoiler, mais j'ai trouvé cette fin magnifique. Franchement, c'est rare de voir des fins en comédie française aussi touchantes. Quand ils se retrouvent quelques années plus tard et tout, c'est d'une tendresse folle. Je trouve que franchement, et puis même l'esprit Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy, je trouve que ça fonctionne vachement bien. Après un 2 un petit peu poussif avec Cadmerade et Valérie Lemercier quand ils se retrouvent à la plage, à la Baule, je crois, ou je sais plus où, c'était pas fou. Là, l'écriture, bah, on ressent parce que c'est noté 5 sur 5,5, alors que l'autre, le deuxième, était noté 4 et quelques. En tout cas, mieux écrit. Celui qui joue Nicolas, il joue parfaitement bien. En tout cas, c'est un troisième opus très honorable. Ensuite, bah, les Croods. J'ai découvert les Croods. Bon, j'ai revu les Croods. Je vais vous parler du film Les Croods, le premier. Il est mieux que le deuxième, hein. On découvre cette famille complètement loufoque. On s'attache à tous les personnages. Il leur arrive des mésaventures. Il y a la fille, l'adolescente qui rencontre un mec, qui vont suivre. Ils vont suivre un petit peu le mec en question. Ils vont le suivre parce il est plus développé qu'eux. Il va y avoir toute une aventure parce qu'il y a une espèce d'apocalypse qui va y arriver. Ils vont leur arriver plein de péripéties parce qu'il y a plein de catastrophes naturelles. Il y a la Terre qui est en train de partir complètement en couille. Donc, il y a ce petit côté l'âge de glace. Vous savez, l'âge de glace, vous savez quand il y a la catastrophe à l'âge de... Je sais pas si c'est pas le premier d'ailleurs, quand tout s'effondre. Là, on retrouve un peu les mêmes bases. Les dessins sont magnifiques, l'animation est magnifique, c'est ultra coloré. C'est vachement bien fait, c'est bien écrit, c'est bien mis en scène. Les personnages sont tous aussi bien développés les uns que les autres. C'est vraiment le haut panier des films DreamWorks. C'est vraiment... Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ces deux films. J'espère vraiment qu'ils vont faire les Croods 2 parce que c'est vraiment génialissime. Allez le voir si vous n'avez pas vu les deux premiers Les Croods. Allez voir ça plutôt que les derniers Pixar ou les derniers Disney. C'est moi qui vous le dis. Après, j'ai vu L'Élève du Cobu. Alors, L'Élève du Cobu, le premier, moi, j'adore cette saga. Je trouve que pour moi, les meilleurs, pour l'instant, je crois que c'est le 1 et le 3. Parce que les Vacances de Ducobus, c'est un poil moins bien. Et le 4 président... est-ce qu'ils ont fait un 5 Ah oui, il passe au vert. Voilà, il passe au vert, je sais pas quoi. Le 5 est sorti il y a pas longtemps. Alors, le premier, il est vraiment très très bon. Allez le voir avec Elise Moon et Gratin, là. Non, pas Gratin. Je sais pas comment elle s'appelle, la prof, là, avec ses lunettes, là, qui louche quand elle les enlève. C'est hilarant. Il y a beaucoup d'humour dedans. Le prof, il arrive même à être attachant. Les gamins arrivent même à être attachants aussi. Franchement, c'est à voir pour toute la famille. Et ce que j'aime bien aussi, ce que j'adore aussi, c'est le 3. C'est là aussi que j'aime bien, c'est ce que t'as dit, c'est clair. Et il y a aussi, là, c'est là qu'il y a des couettes, là, que je trouve qu'elle joue vachement bien aussi. Je sais pas s'ils vont nous le mettre. Léonie, Juliette Chappé. Je trouve vachement bien. Elena Noguera qui joue vachement bien aussi. Le père, Bruno Podalides, joue vachement bien aussi. Joséphine Demeaux, celle qui joue la Ghislaine, la râteau, voilà. En tout cas, ils jouent tous bien. Franchement, ils jouent tous bien. Alors, je vais vous parler d'un autre film, c'est Jeannette. L'enfance de Jeanne d'Arc, un film de Bruno Dumont. Alors, j'arrête pas de vous parler de Bruno Dumont en ce moment. Moi, j'ai vu l'Empire dernièrement au cinéma. Alors, Jeannette, ça raconte un petit peu l'enfance de Jeanne d'Arc. Alors, comment dire, pour être poli, c'était chiant. C'était pas inintéressant, mais c'était chiant, c'était long, c'était trop théâtral. Même le côté religieux, même si j'apprécie les trucs un peu religieux, parce que moi aussi, j'évolue un petit peu au fil du temps.
J'ai trouvé ça même un peu exagéré. Là, c'était vraiment Dieu. D'ailleurs, moi, Jeanne d'Arc, je savais pas qu'elle était aussi religieuse que ça. Je l'apprends au moins, avec ce film, au moins, on apprend des choses. On apprend l'enfance de Jeanne d'Arc, mais c'est un petit peu en définitive, c'est un petit peu inintéressant, quoi. La meuf a fait rien pendant, je sais pas, pendant une vingtaine d'années. Après, elle décide d'aller au front pour faire je ne sais quoi, pour voir le. Alors, elle a une espèce d'idée d'aller voir je sais pas qui pour arranger les choses entre les Anglais et les Français. Il lui prend un espèce de truc subitement, elle décide ça. Il y a son espèce de cousin, non, d'oncle, elle décide d'aller avec son oncle. On sait même pas ce qu'elle va foutre là-bas. Il y a rien qui est expliqué. Elle dit je veux aller là-bas parce que je sais pas, parce que Dieu m'a dit que. À la fin, j'ai fait tout ça pour ça. What the fuck? Là, je suis en train de nous faire une Durandal. Tout ça pour ça? Je fais une Durandal. Oui. Par contre, l'acte. Merde. Pourquoi ça fait ça? Ouh. En tout cas, je trouve que ce film est pas très intéressant. Après, il y a le côté un petit peu enfantin. Putain, par contre, il y a le soleil qui joue du yo-yo là. En tout cas, c'est un petit côté enfantin que j'ai plutôt bien aimé. Alors par contre, ce que j'aime bien, c'est la BO. Il y a à boire et à manger. Tu vois les bonnes sœurs en train de faire du hard rock, tu fais what the fuck? Ou alors l'autre il fait de la tectonique. T'as le mongol là qui fait de la tectonique. Tu fais qu'est-ce que c'est que ce film? Mais où est-ce que je suis tombé? T'as le mec, il fait de la tectonique. Non mais tu fais, mais où je suis là? Alors des fois c'est de la merde et des fois ça fonctionne pas mal. Avoir une fois, moi je dis avoir une fois, mais ça t'apprend, c'est assez un film assez anecdotique, assez inutile en définitive. Ensuite j'ai vu Time Out avec Justin Timberlake, et Amanda Seyfried. Alors spoiler alert, Justin Timberlake, je sais pas s'il a fait beaucoup de films, mais en tout cas il joue magnifiquement bien. C'est un acteur qui joue magnifiquement bien. D'ailleurs, je le trouve meilleur en tant qu'acteur qu'en tant que chanteur. Mais bon. Amanda Seyfried, mais cette fille. Alléluia, la beauté de cette fille. La beauté de ses calottes de ses morts. La calotte de ses morts. Non, je rigole. Elle est magnifique. Elle est somptueuse. Il y a aussi celui-là qui... Ah bah tiens. Ah bah non, c'est pas le même. Cillian Murphy. On retrouve Cillian Murphy qui joue dans aussi 28 jours plus tard. Il me semble. Calme-toi. Moi, je trouve que c'est un petit peu un, comment on appelle ça? Ah bah je retrouve plus le nom. Vous savez l'espèce de film où que les gens doivent mourir à 30 ans. Alors que là, dans ce film, à partir de 25 ans, ils ont 1 an pour trouver du boulot parce que sinon, s'ils dépassent leur temps imparti, c'est-à-dire qu'ils ont 1 an et toutes les minutes, ils perdent des minutes. À chaque fois qu'ils achètent quelque chose, ils perdent 4 minutes. Genre, à chaque fois qu'ils achètent un fringue, ils perdent 10 minutes. Pour prendre le taxi, ils perdent 20 minutes. En gros, ils ont 1 an de vie. Et s'ils foutent rien pendant 1 an, ils crèvent. Alors moi, j'ai bien aimé parce que ça représente un petit peu le côté au niveau de notre société, le capitalisme. Ça reprend exactement le capitalisme, sauf que au lieu que ça soit la mort, c'est l'argent. Nous, c'est l'argent. Alors que la monnaie, c'est la mort qui leur pend au nez. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la relation entre Justin Timberlake et Amanda Seyfried, que je trouve extraordinaire. Cette romance qui se dégage entre eux deux, un petit peu les Bonnie and Clyde, c'est un peu les Bonnie and Clyde des temps modernes. J'ai trouvé ça extraordinaire. L'action est vachement bien faite. La réalisation, ce que j'ai bien aimé, c'est la photographie assez particulière. Il y a une photographie assez particulière dans le film que j'ai trouvé bien. C'est vachement bien rythmé. C'est une dystopie qui tient la route. Ça parle un petit peu de notre société entre les pauvres et les riches. Donc c'est intelligemment bien fait au niveau du scénario, au niveau des thématiques abordées et tout. Bon, il y a des trucs qui sont un petit peu du vu et du revu. Mais bon, maintenant pour faire une dystopie 100% originale, ça n'existe pas. On est d'accord, ça n'existe quasiment pas. À part si on fait peut-être sur l'IA, ou encore sur l'IA, ça a déjà été fait. C'est un film prenant du début à la fin, et même touchant par moments, parce que quand on voit sa mère mourir, franchement, Time Out fait pour moi partie du haut panier des films dystopiques des années 2010-2020.
C'est 2011 qu'il est sorti. En tout cas, c'est un excellent film. Pour moi, c'est un peu le Bonnie and Clyde justicier exaltant et rafraîchissant. Ouais, c'est ce que j'avais marqué dans ma critique. Un film qui a su se renouveler. On en sait peu sur les origines. Oui, on en sait vraiment peu sur les origines. C'est un peu dommage, c'est le seul bémol. On nous met ça en peinture, mais j'aurais aimé que ça soit un peu développé pour savoir pourquoi ils ont fait ça. Peut-être pour la surpopulation. On se doute bien que c'est pour la surpopulation, mais bon, il y a quelques trucs qui fait qu'on pense que c'est la surpopulation quand même. Ils en parlent vaguement pendant un moment. En tout cas, excellent film. Ensuite, j'ai vu La Tortue Rouge. Alors, La Tortue Rouge, c'est un Ghibli franco-japonais. Les grains, l'animation, le dessin, il a un grain ultra particulier qui est vachement différent des autres Ghibli. Donc ça change un petit peu de l'ordinaire. Même dans le Ghibli en lui-même, c'est un côté un peu original. Cette histoire familiale, un petit peu le Robinson Crusoe qui aurait trouvé, on va dire, une petite famille. On va dire c'est un peu le Robinson Crusoe version famille, qui découvre une femme et qui fait un bébé. On les voit galérer, on les voit quand il y a quand il y a le tsunami, c'est touchant comme jamais. Il y a cette métaphore entre les animaux et entre les hommes, et entre la famille, entre la vie et entre la mort. Il y a plein de symboliques, de thématiques, un petit côté philosophique qui se dégage de ce film, qui est extraordinaire. Alors au début, on peut être un peu chafouin, on peut se dire, au début, les 5-10 premières minutes, j'avais un peu mal à rentrer dedans parce que l'animation est assez particulière. Je fais, c'est quoi ce truc? Et en fait, quand tu t'habitues un petit peu, tu t'acclimates un petit peu à cet univers, eh ben, tu kiffes ton moment, tu chiales, tu rigoles parce qu'il y a des petits moments humoristiques avec les petits crabes et tout. C'est La Tortue Rouge, c'est masterclass, masterpiece, chef-d'œuvre, œuvre importante du cinéma du monde de Ghibli, même si Ghibli entre guillemets, maintenant ça fait partie de Disney. C'est La Tortue Rouge, ça fait partie des films qu'il faut voir à tout prix. Et il y en a, attention, parce que c'est pas un film si accessible que ça. Attention, c'est pas un film si accessible que ça. Parce qu'il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui n'ont pas trouvé ça, il y en a qui ont eu un peu de mal de rentrer dedans. Je peux totalement comprendre. Ensuite, je vais passer à un autre film, c'est Super Héros Malgré Lui. Encore un film de la bande à Fifi. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est les scènes où ça reprend un peu les scènes de Batman. Il y en a une ou deux que je trouve vachement bien réalisées pour le coup. Il y a beaucoup d'humour. Je l'ai revu. Alors, j'ai eu un petit souci quand je l'ai revu. C'est qu'en fait, j'avais une allergie au pollen. Donc, en fait, ça me bloquait l'envie de rigoler. C'est un peu dommage. Ça m'a un peu gâché ma séance. Mais sinon, c'est toujours aussi drôle. Le mec qui se prend pour un super-héros, c'est vachement bien écrit. Il y a, attention, là, j'ai un coup de cœur. Mais attention, si tu me regardes ma vidéo et que t'es célibataire et que tu veux qu'on aille boire un coup ensemble, je m'en fous, je vais te taguer. Mais en version intelligent, pas en version pas en version charreau, attention. Alice Dufour, c'est quoi cette beauté? Déjà, c'est quoi ce jeu d'actrice? Elle joue magnifiquement bien. C'est quoi cette actrice? Elle est magnifique. Déjà, elle joue super bien. Et en plus, dans ce film, elle est magnifique. Coup de cœur, un coup de cœur. Et franchement, un grand coup de cœur. Il y a un truc qui m'a un petit peu saoulé dans ce film, c'est la relation. Il y a Tarek Boudali qui sort avec la mère de Julien Arrouti, enfin celui qui joue le rôle de Julien Arrouti là. Enfin le personnage joué par Julien Arrouti. J'ai trouvé ça des fois un peu lourdin, c'est un peu je trouve ça, il répète un peu trop avec les trucs qui sort avec sa mère, c'est un petit peu des fois de trop, je trouve. Mais sinon, Super Héros Malgré Lui, je l'avais vu au cinéma et franchement, j'avais passé un bon petit moment et j'ai repassé un petit moment parce que c'est bien rythmé, il y a beaucoup d'action, c'est fun, c'est délirant, c'est assez original pour du film de super-héros. Pour une fois qu'on a un petit délire super-héros version film français, moi je suis prenant. Moi je suis prenant, enfin moi je prends, moi direct, moi je suis prenant pour qu'ils en refassent d'autres. Et en tout cas, c'est peut-être pas le meilleur film de la bande à Fifi. Bon, personnellement, j'ai préféré Chien et Chat que j'ai vu il y a quelques temps. Mais celui-là, moi j'adore, franchement. Cette équipe-là, génial. Il y a Élodie Fontan qui joue un peu la meuf badass,
Ça fait du bien d'avoir un peu un meuf de badass. C'est pas du féminisme mal placé, là, c'est vraiment... Elle joue un peu la sœur, un petit peu vénère. Moi, j'aime ça. Héloïse Fontan est très très bien dans ce film aussi. Apportez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Chef assistant. Après, j'ai vu Usual Suspect. Alors, Usual Suspect... C'est un espèce de polar qui est sorti en 1995, la même année que Fight Club, il me semble, qui était réalisé par Bryan Singer. Alors, je vous avouerai que ce réalisateur, je ne connais pas plus que ça. Je suis devant mon écran, là. Parce que bon, je veux pas vite dire de conneries non plus. On retrouve les acteurs. Kevin Spacey. Kevin Spacey, alors lui, il est excellent. C'est lui qui relève tout le casting, quoi. Limite, c'est lui qui emporte quasiment tout le casting. On retrouve Gabriel Byrne, Stéphane Baldwin, Kevin Pollak, Benicio del Toro, Chaz Palminteri, enfin bref, casting 4 étoiles. Bon, avoue qu'il y en a beaucoup que je connais pas, hormis Kevin Spacey, je vous avoue, je connais pas trop le casting. C'est un espèce de polar où c'est une bande de malfrats qui vont tout faire pour gagner de l'argent, sauf que ils vont être piégés. Ils vont être piégés par un espèce de pseudo-tueur qui les tient un petit peu par les couilles, on peut dire ça comme ça. Moi, ce que j'ai... Alors, l'intrigue est assez intéressante. Pour regarder jusqu'au bout. On suit cette bande de malfrats. On s'attache limite à eux. Attention, on s'attache limite à eux. Après, je comprends, la mise en scène, elle est canon. Les plans sont canons. La photo est canon. La BO est canon, le casting est canon, mais le problème c'est ce côté polar. Pour moi, ce côté polar, du coup, ça manque d'action. Et du coup, à pas mal de moments, je me suis un petit peu ennuyé. Pour moi, c'est pas du grand film comme je l'espérais. Pour moi, je préfère largement, par exemple, un Fight Club qui bouge beaucoup plus. Là, ce côté polar, pour moi, c'est peut-être le style polar que j'aime pas trop. Je trouve ça un peu mou. Après, ce que j'aime bien, c'est l'interrogatoire avec le commissaire et celui qui joue le rôle interprété par Kevin Spacey. J'ai trouvé bien toute cette partie-là, mais je trouve qu'il y a beaucoup de moments de flottement. C'est le côté polar, je trouve que ça rend les scènes un peu molles, hein, un petit peu trop lentes. Mais je crois que c'est l'aspect même de ce genre-là. Je peux pas critiquer un genre qui est fait de cette façon-là. Je peux pas dire c'est de la merde. Non, non. C'est le côté polar qui veut ça. Et ben moi j'apprécie pas. Moi j'ai un peu de mal, Usual Suspect, j'ai pas passé un excellent moment, mais je suis resté jusqu'au bout. Et par contre, le retournement final, sa mère la maman, c'est pour ça d'ailleurs que dans Scary Movie, oui c'est dans Scary Movie, le premier. C'est pour ça que dans le premier Scary Movie, on comprend directement ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça que maintenant je comprends la fin du Scary Movie 1, parce que j'ai vu Usual Suspect. La fin, le final, j'ai fait waouh, c'était ça en fait, ah ouais d'accord. Le final, il est génial. Mais c'est pas un mauvais film. Attention, c'est pas un mauvais film. C'est juste que j'aime pas le côté polar de ce film. Et peut-être que si je vais regarder d'autres polars, ça sera un peu la même chose. D'ailleurs, l'espèce de film là, ça sonne jamais deux fois. C'est un petit côté polar aussi. J'avais trouvé ça un peu ennuyant aussi. C'est peut-être d'ailleurs le côté polar que j'apprécie pas. Et pour finir cette longue vidéo, j'ai vu 28 jours plus tard de Danny Boy. Alors ce mec, il te fait de ses films. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que il a une réalisation parfaite, une ambiance très efficace, une ambiance. Au début, c'est un survival et après, ça finit en limite rap and revenge, un peu à la chasse à l'homme. Là, c'est d'ailleurs celui-là qui joue l'acteur principal, Cillian Murphy. Bah décidément, les 2 derniers films, j'ai vu 2 derniers films de lui, quoi. Truc de ouf, quoi. La coïncidence, moi je connais pas. Je trouve que déjà, on voit les morts sont assez impressionnantes. Les zombies, il y a des scènes vraiment, on s'y attend pas, qui font vraiment flipper. Il y a quelques scènes qui font flipper. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est Danny Boy, il fait voir la souffrance. Il fait voir le côté drame, il arrive bien à le retranscrire à l'écran. On voit dans 127 heures quand l'autre il se coupe le bras. On voit certaines scènes dans la plage qui sont horribles. Là, dans ce film, il arrive à nous faire voir des scènes impressionnantes. Quand l'autre il lui coupe le bras, il aime bien faire voir la souffrance Danny Boy. Et là, c'est tout aussi bien retranscrit. C'est tout aussi bien retranscrit que dans 127 heures.
127 heures, je crois que c'est Danny Boyle, ou même dans La Plage. Il y a toujours une petite part de souffrance dans ces films. Le côté drame, le côté souffrance, il arrive bien à le retranscrire. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est... comment dire, c'est de faire voir ce côté, c'est de faire voir ce Londres en milieu apocalypse. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est un peu le renouveau du film de zombies moderne. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le final avec cette chasse à l'homme, avec comment il s'appelle l'acteur, ce que j'ai bien aimé l'acteur. Cillian Murphy, celui qui joue le rôle de Jim, celui qui joue le rôle de Jim, il suit les espèces de soldats à la fin. À la fin, on est dans un rap and revenge. C'est jubilatoire. Cette chasse à l'homme, c'est... Tu dis qu'ils ont fait du mal à ces femmes-là. Ils allaient faire du mal à ces femmes-là. Lui se venge de cette façon-là. C'est jubilatoire. C'est limite dantesque, quoi. C'est... comment dire, c'est... la nature, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi la nature humaine. Elle est parfaitement retranscrite, cette nature humaine. On voit que les méchants, c'est pas forcément les zombies, ça peut être aussi les humains qui tuent d'autres humains. Et d'ailleurs, il le dit. À la fin, il le dit. C'est juste des humains qui tuent d'autres humains. C'est un soldat qui dit ça à la fin. Donc, on voit aussi la vraie nature humaine dans ce film. On voit qu'il n'y a pas que les zombies qui sont des vrais salopards, qui sont des ennemis. Il y a aussi les humains. Bon, à l'époque, c'était assez original de voir ça quand même, parce que c'était un peu le côté zombie moderne. Et en tout cas, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que aussi le film, il tient en haleine, il tient la route. J'ai bien aimé aussi le petit côté road movie, avec cette famille, cette pseudo-famille entre elle, lui, le père et la fille. Il y a un petit côté familial. Ce que j'aime bien aussi, c'est que dans ces films de Danny Boyle, il apporte aussi de l'espoir. Il apporte un petit peu d'espoir dans ces films, des fois. Le côté espoir, le côté, la souffrance et tout. Pour moi, Danny Boyle fait partie de ces grands réalisateurs. Je vais vous lire quand même la critique que j'avais mis écrite pour voir si j'ai rien oublié. Un film de zombies avec une réalisation et une ambiance très efficace. Des moments gore marquants, un survival en pleine ville, bien rythmé, marqué par une fin à la chasse à l'homme, une sorte de revenge, rap and revenge, très viscéral et jubilatoire. Le chaos et la nature humaine est parfaitement retranscrit. Oui, Danny Boyle aime filmer le chaos. Et là, le chaos, il est parfaitement retranscrit, parfaitement bien écrit dans ce film. Le chaos, on voit un petit peu toutes les subtilités qu'on peut retrouver dans un film de zombies. Il y a de l'humour, il y a des scènes de tension, il y a du gore, il y a du thriller, il y a des gores du côté très sanglant, la peur. Tout est fait, et en plus c'est bien filmé, les zombies sont vachement bien faits, le make-up des zombies sont magnifiquement bien faits, la BO finale, oh, la musique finale, oh, la BO, mais que dire de la BO? La BO, allez, les plans aussi, les plans sont parfaitement bien faits. Je connais pas trop, je suis pas très technique, mais en tout cas, je suis heureux d'avoir revu ce film, et j'ai hâte de revoir 28 semaines plus tard. Bon, bah après 42 minutes, j'espère que cette petite vidéo retour sur les 10 derniers films que j'ai vus, j'espère que ça vous plaît autant que quand je fais les lives, mais je voulais un petit peu, pour une fois, je voulais le faire un petit peu en vidéo. Pas parce que c'est ma chaîne, parce que je fais ce que je veux, non, je rigole. De toute façon, c'est vous qui décidez, c'est votre chaîne, c'est pas la mienne. Enfin, c'est avant tout votre chaîne. Tant que vous m'insultez pas, c'est votre chaîne. C'est plus votre chaîne que la mienne d'ailleurs. Mais vous inquiétez pas, je referai des lives de ce genre. Pour une fois, je voulais le faire un petit peu en vidéo. Parce que je voulais pas faire un live non plus de 3 heures, j'en ai déjà fait un de 2 heures il y a 2 jours. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à commenter, liker, partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des critiques par rapport à ce que les critiques que j'ai fait par rapport à ces 16 films. Quel film vous avez aimé, quel film vous avez pas aimé, quel film vous motive le plus de voir. Est-ce qu'il y a des films que vous connaissiez pas, qui vous donnent envie de voir? Est-ce qu'il y a des films qui vous donnent pas envie de voir? Enfin, vous me dites tout ça dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ça, commentez, likez, partagez et activez la petite cloche. Et me dire dans les commentaires si vous préférez en live ou en vidéo. Est-ce que vous avez pensé de cette vidéo en général? Et en tout cas, on se retrouve pour de prochaines aventures, pour de prochaines vidéos, pour de prochains lives. On va se retrouver très prochainement. Enfin, je sais pas à quel moment je vais la poster, celle-là. Est-ce que j'aurais fait le vide-grenier ou pas? Je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Presque 43 minutes.
Je vous avouerai, je vais pas faire de cut là. Faut pas déconner, hein. C'est comme si c'était un live, mais en vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour de prochains lives, pour de prochaines vidéos. Ciao et bye bye. Et portez-vous bien et faites attention à vous. Ciao et regardez des films, jouez aux jeux vidéo, amusez-vous. Ciao et bye bye. Ciao. Et regardez des films, c'est important. Everything is fine as long as you are mine. As long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.